L'effet Semmelweis, ou réflexe de Semmelweis, est une expression métaphorique qui décrit la tendance naturelle à rejeter de nouvelles preuves ou de nouvelles connaissances parce qu'elles vont à l'encontre des normes, des croyances ou des paradigmes précédemment établis. Hôpital général de Vienne, Allgemeine Krankenhaus. Entre 1841 et 1845, le taux de mortalité des mères en couche est de 1 sur 10. Sur un peu plus de 20 000 naissances, environ 2000 mères succombent à ce que l'on nomme la fièvre puerpérale. En 1847, la situation empire. Une accouchée sur 6 en meurt. D'où vient cette maudite fièvre? Est-ce une fatalité? D'autant que le risque de décéder de cette maladie infectieuse est 60 fois moins élevé en cas d'accouchement à domicile que dans un hôpital, comme le constate Philipp Ignaz Semmelweis, alors jeune médecin hongrois et directeur adjoint de l'hôpital général de Vienne. Tout paraissait possible, tout paraissait inexplicable, tout était incertain. La seule réalité indiscutable était le nombre élevé de décès, explique-t-il dans son carnet de notes. Lorsqu'un jour, après une autopsie, un émérite professeur décède des suites d'une simple coupure de scalpel. Les maux dont il souffre sont identiques à ceux dont des centaines de patientes de la maternité étaient mortes avant lui. Pour Semmelweis, il n'y a pas de doute. Il y a un lien entre les particules cadavériques des corps autopsiés et le décès des femmes en couche. Ce sont les médecins eux-mêmes qui sont à l'origine de cette fièvre puerpérale. Dès lors, après chaque autopsie, le jeune directeur adjoint ordonne à tous les disciples d'Hippocrate de se désinfecter les mains à l'eau chlorée. Le taux de mortalité tombe ainsi à moins de 1%. Malgré les notables effets positifs de ce lavage intensif de mains, le corps médical rejette les déductions de Semmelweis. Non, il n'est pas possible que la cause des décès soit du fait des médecins. Non, il n'y a pas de lien entre les autopsies et ces décès. C'est un simple lien de corrélation. Il n'y a pas de lien de causalité. Il faudra des décennies pour que la profession accepte cette conclusion. Malheureusement, nombre de scientifiques ont tendance à s'identifier à leur théorie, bien qu'une théorie soit censée faire avancer la science, et non pas la définir pour l'éternité. Ainsi est né ce que l'on nomme le réflexe de Semmelweis, cette tentation de rejeter l'évidence, les nouvelles connaissances, parce qu'elles contredisent les normes, les paradigmes, les dogmes et les croyances. Le biais de la tâche aveugle, ou biais de l'angle de mort de polarisation, ou encore illusion de l'unique invulnérabilité, est un biais cognitif concernant la reconnaissance de l'impact de biais sur le jugement des autres, tout en émettant de voir l'impact des biais sur notre propre jugement. Le terme a été créé par Émilie Pronin, Daniel Lin et Lee Ross, psychologues sociaux du département de psychologie de l'université de Princeton. Le biais de la tâche aveugle est nommé d'après le point aveugle visuel, petite portion de la rétine qui est dépourvue de photorécepteurs et qui est donc complètement aveugle. Ce biais semble être un véritable point aveugle, en ce sens qu'il n'est pas lié à la capacité de prise de décision réelle. Les performances sur les indices de compétences décisionnelles ne sont pas liées aux différences individuelles de biais. En d'autres termes, tout le monde semble penser être moins biaisé que les autres, indépendamment de sa capacité à prendre des décisions. Une majorité de personnes semblent être victimes de biais de la tâche aveugle. Dans un échantillon de plus de 600 résidents des États-Unis, plus de 85% croyaient qu'ils étaient moins biaisés que l'américain moyen. Les personnes observées par Émilie Pronin ont tendance à attribuer les biais de manière inégale. Elles considèrent les autres comme biaisés, tout en se déclarant justes et impartiales. Pronin émet l'hypothèse que cette fausse attribution peut être une source de conflits et d'incompréhension entre les personnes. Par exemple, il est probable qu'une personne attribue les biais d'une autre, plus facilement détectés que les siens, à de la malveillance intentionnelle, plutôt qu'à un processus inconscient. En conclusion, apprenons sincèrement à observer et à nous débarrasser des poutres qui embrument nos yeux, plutôt que de nous préoccuper de façon exagérée des brindilles qui obscurcissent les yeux de nos voisins.
Avoir un mot sur le bout de la langue désigne l'impossibilité à retrouver un mot en mémoire associé à un souvenir partiel et le sentiment que la récupération du mot est imminente. Les personnes ayant un mot sur le bout de la langue peuvent se souvenir de certaines caractéristiques du mot recherché, comme sa première lettre ou phonème, son nombre de syllabes ou d'autres mots ayant des sens ou des sons similaires. Un sentiment de frustration accompagne souvent la recherche du mot, suivi par une sensation de soulagement lorsqu'il est retrouvé. Ce phénomène apparaît lorsque les informations sémantiques, provenant du réseau conceptuel, et syntaxiques, provenant du réseau lexical, concernant le mot ont bien été récupérées dans le cerveau, mais que le lien entre les deux ne parvient pas à se faire. L'information phonologique du mot n'est donc pas complètement accessible. La faiblesse de certaines connexions peut être expliquée par la rareté d'utilisation du mot par le sujet, ou son manque d'utilisation récente. Les mots peu utilisés ne faisant plus partie du vocabulaire actif, les connexions lexicales entre le réseau lexical et le réseau syntaxique s'estompent. N'est-il pas formidable de pouvoir accéder à un nombre incroyable d'informations en quelques secondes à peine? C'est ce que des ressources telles que Google, Wikipédia ou encore YouTube nous permettent désormais de faire. Mais cette véritable révolution dans l'accès à l'information pourrait aussi avoir ses effets pervers, comme le suggèrent différentes études qui tendent à démontrer qu'il y aurait un désavantage majeur à pouvoir accéder à une telle masse d'informations de manière aussi simple et rapide. Le résultat en serait que notre cerveau, ayant accès à un réservoir de données quasi limité à tout moment, aurait ainsi tendance à ne plus faire l'effort de retenir ces informations qu'il peut retrouver très facilement. Nous n'essayons plus de stocker l'information dans notre propre mémoire comme avant, parce que nous savons que l'Internet sait tout. On pourrait déduire que cela s'étend aussi aux souvenirs personnels. Regarder constamment le monde à travers la caméra de notre smartphone peut nous obliger à faire confiance à nos téléphones intelligents pour stocker nos souvenirs. De cette façon, nous accordons moins d'attention à la vie elle-même et devenons moins bons à nous remémorer des événements de notre propre vie. Ce phénomène, que certains ont baptisé l'effet Google, a lancé un véritable débat au sein de la communauté scientifique sur la question « Est-ce qu'Internet nous rend stupides ?» Une étude de Kaspersky Lab sur un grand échantillon de répandants aux USA et dans plusieurs pays d'Europe suggère en effet que 90% des adultes souffrent d'amnésie numérique et, par exemple, plus de 70% des parents ne connaissent pas le numéro de téléphone de leurs propres enfants par cœur et 49% n'ont pas mémorisé le numéro de leur conjoint. D'autre part, toujours selon cette étude, il semblerait que ceux qui ont grandi avec le bon vieux téléphone à une seule ligne fixe pour la maison se souviennent encore des anciens numéros de leurs amis, mais pas de leur numéro de téléphone mobile actuel. La multitude de données et la simplicité avec laquelle nous pouvons y accéder seraient donc problématiques pour notre cerveau. La recherche constante d'informations en ligne n'est clairement pas un moyen efficace de créer des souvenirs permanents. La meilleure façon de se rappeler d'un souvenir est de s'asseoir et de se le rafraîchir mentalement. De plus, malheureusement, Internet a aussi des conséquences négatives importantes dans d'autres domaines de la vie. La technologie fait par exemple de nous de moins bons penseurs, puisque nous n'avons plus à mémoriser les faits. Le grand défi actuel est d'enseigner la créativité, afin que nous développions notre habilité à penser différemment. Une attention toute particulière doit donc être portée à la place que prend le numérique dans le processus d'apprentissage de nos enfants. Mm-hmm.